Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau voyage nocturne au cœur d'une enquête mystérieuse. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour partager avec vous une histoire qui vous accompagnera dans vos rêves. Avant de commencer, prenez le temps de vous installer confortablement, ajustez votre oreiller et laissez votre esprit s'évader avec moi dans les couloirs feutrés d'un train de nuit. Si vous appréciez ces histoires qui vous bercent jusqu'au sommeil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cela m'aide énormément et me permet de continuer à vous offrir ces moments d'évasion nocturne. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et laissez-moi vous emmener dans l'affaire du train de minuit. Le vent de novembre fouettait les vitres de la gare de l'Est ce soir-là. Il était 23h15 et les derniers voyageurs se dirigeaient vers le quai numéro 7, où stationnait le prestigieux Orient Express moderne. Ce train de luxe, réplique contemporaine de son illustre ancêtre, s'apprêtait à traverser l'Europe dans un voyage de 3 jours vers Istanbul. L'inspecteur Margot Delacroix rajusta son manteau de laine anthracite en observant l'activité du quai. Elle avait 42 ans, des cheveux châtains et des yeux verts perçants qui ne laissaient jamais rien passer. Ce soir, elle ne voyageait pas pour le plaisir, mais pour escorter discrètement un témoin important dans une affaire de corruption internationale. Le train brillait sous les néons de la gare, ses wagons bleu nuit ornés de dorures reflétant les lumières comme un bijou précieux. L'air sentait la vapeur et l'huile des machines, mêlés au parfum subtil des voyageurs élégants qui montaient à bord. Le contrôleur, un homme distingué d'une 60aine d'années aux cheveux argentés, vérifiait les billets avec la précision d'un horloger suisse. Margot présenta sa réservation pour la cabine numéro 12, wagon 3. Le contrôleur, qui se présenta comme Monsieur Beaumont, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonsoir, Madame Delacroix. J'espère que vous passerez un agréable voyage. Le dîner est servi jusqu'à minuit au wagon-restaurant. » Elle hocha la tête et se dirigea vers sa cabine, ses pas résonnant doucement sur le tapis bordeaux du couloir. Les appliques de cuivre diffusaient une lumière dorée et chaleureuse, créant une atmosphère feutrée qui invitait à la confidence. Elle croisait quelques passagers. Une dame âgée en manteau de fourrure accompagnée d'un petit chien, un homme d'affaires plongé dans ses documents, une jeune femme blonde qui semblait nerveuse. Sa cabine était petite mais élégante, tout habillée de boiseries d'acajou et de velours vert émeraude. Un lit convertible, un petit lavabo avec miroir biseauté et une fenêtre qui donnait sur les lumières de Paris qui s'éloignaient déjà. Margot posa sa valise sur le porte-bagages et s'assit un moment, écoutant le rythme régulier du train qui prenait de la vitesse. Vers minuit, elle décida de se rendre au wagon-restaurant pour prendre un thé avant de dormir. Le couloir était silencieux, bercé par le cliquetis des roues sur les rails. Quelques cabines avaient leur lumière allumée, d'autres étaient plongées dans l'obscurité. Elle passa devant la cabine numéro 15, où elle entendit une conversation étouffée en plusieurs langues. Le wagon-restaurant était faiblement éclairé, quelques lampes de table créant des îlots de lumière dorée dans la pénombre. Le serveur, un jeune homme aux manières raffinées, lui proposa une table près de la fenêtre. Elle commanda une tisane à la camomille et observa le paysage nocturne qui défilait. Des champs endormis sous la lune, des villages aux fenêtres éteintes, des forêts mystérieuses qui semblaient garder 1000 secrets. À une table éloignée, elle remarqua 3 personnes en conversation animée mais discrète. Un homme élégant d'une 50aine d'années, aux tempes grisantes, une femme brune d'environ 35 ans, vêtue d'un tailleur impeccable, et un 3e personnage qu'elle ne pouvait voir distinctement, dos tourné. Leur voix ne portait pas jusqu'à elle, mais leur langage corporel trahissait une tension palpable. L'inspecteur sirotait sa tisane en observant, par habitude professionnelle plus que par curiosité. Le train traversait maintenant la campagne française endormie et le bercement régulier des wagons invitait à la somnolence. Elle termina sa boisson et retourna vers sa cabine,
croisant dans le couloir le contrôleur Beaumont qui effectuait sa ronde nocturne. « Tout va bien, Madame Delacroix? Le voyage se passe comme vous le souhaitez ?»« Parfaitement, merci. Le train est remarquablement silencieux. C'est notre fierté. Nos passagers dorment comme des bébés. Bonne nuit, madame. » De retour dans sa cabine, Margot se prépara pour la nuit. Elle transforma la banquette en lit, enfila sa chemise de nuit et se glissa entre les draps de coton égyptien. Par la fenêtre, le paysage nocturne continuait de défiler comme un film muet. Des collines ondulaient dans la clarté lunaire, ponctuées de clochers d'église et de toits de tuiles qui brillaient sous les étoiles. Le sommeil la gagna progressivement, bercée par le rythme hypnotique du train. Dans ses rêves, elle voyageait encore, mais dans des trains fantômes peuplés de passagers en costume d'époque, dans des gares abandonnées où résonnaient des échos du passé. Elle fut réveillée vers 4 heures du matin par un cri étouffé, suivi d'un silence inquiétant. L'inspecteur se redressa immédiatement, tous ses sens en alerte. Le train roulait toujours, mais quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Elle enfila sa robe de chambre et entr'ouvrit la porte de sa cabine. Le couloir était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par les veilleuses de sécurité. Elle tendit l'oreille, mais n'entendit que le rythme familier des roues sur les rails. Puis, au bout du couloir, elle aperçut une silhouette qui se déplaçait furtivement. Margot referma doucement sa porte et attendit quelques minutes avant de sortir de nouveau. Cette fois, le couloir était désert. Elle se dirigea vers l'endroit où elle avait vu la silhouette et remarqua que la porte de la cabine numéro 15 était entr'ouverte. Une faible lumière filtrait de l'intérieur. Elle s'approcha prudemment et frappa doucement. « Monsieur ? Tout va bien ?» Pas de réponse. Elle poussa légèrement la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La cabine était dans un désordre relatif, comme si quelqu'un avait fouillé rapidement. Sur le lit des faits, elle aperçut une silhouette immobile. Son instinct de policière prit le dessus, et elle entra dans la cabine. L'homme d'une 50aine d'années qu'elle avait vu au wagon-restaurant gisait sur le lit, les yeux fermés. Il portait encore son pyjama de soie, mais quelque chose dans sa position et dans son teint pâle lui indiquait qu'il ne dormait pas. Elle vérifia son pouls, absent. Monsieur Victor Petrovski, selon les papiers sur la table de nuit, était mort. Margot examina rapidement la scène, sans rien toucher. Aucune trace de violence apparente, aucun sang, aucun signe de lutte. L'homme semblait être mort paisiblement dans son sommeil, mais l'état de la cabine et sa propre expérience lui soufflaient que les apparences étaient trompeuses. Elle sortit de la cabine et se dirigea vers le poste du contrôleur. Monsieur Beaumont sommeillait dans son fauteuil, un livre ouvert sur les genoux. Elle le secoua doucement. « Monsieur Beaumont, réveillez-vous, il y a un problème. » L'homme sursauta légèrement et la regarda avec des yeux encore embrumés de sommeil. « Madame Delacroix, que se passe-t-il ? Il y a eu un décès dans la cabine 15. Monsieur Petrovski, il faut arrêter le train et prévenir les autorités. » Le contrôleur se leva d'un bond, soudain parfaitement réveillé. « Un décès ? Vous êtes certaine ? » ?»« J'en suis sûr, et je suis inspecteur de police. Nous devons sécuriser la scène et rassembler les passagers. » Beaumont acquiesce visiblement troublé. « Le prochain arrêt est Strasbourg, dans 2 heures. Nous ne pouvons pas nous arrêter avant. Nous sommes sur une section de ligne à grande vitesse. Alors, nous avons 2 heures pour commencer l'enquête. Pouvez-vous me donner la liste des passagers de ce wagon ?» Le contrôleur se dirigea vers son bureau et sortit un registre relié de cuir. « Nous avons 12 cabines occupées dans ce wagon. Monsieur Petrovski voyageait seul. À côté, cabine 14, nous avons Madame Elena Vasquez, une antiquaire espagnole. Cabine 13, Dr James Morrison, un médecin britannique qui se rendait à un congrès. Votre cabine, 12. 11, Mademoiselle Sophie Laurent, traductrice. Et ainsi de suite. » Margot nota mentalement les noms, tout en observant le contrôleur. L'homme semblait sincèrement troublé, mais 20 ans d'expérience lui avaient appris à ne prendre personne au-dessus de tout soupçon. « J'aimerais que vous réveilliez le docteur Morrison. Nous avons besoin qu'il examine le corps. Ensuite, nous devrons parler à tous les passagers de ce wagon. »« Bien sûr, madame l'inspecteur. Dois-je prévenir le chef de train ? » ?»« Pas encore. Moins il y aura de personnes au courant, mieux ce sera pour l'enquête. » Beaumont se dirigea vers la cabine 13 et frappa discrètement.
Quelques instants plus tard, un homme de 70 ans aux cheveux blonds et à la barbe soigneusement taillée apparut, vêtu d'une robe de chambre en tartan. « Docteur Morrison ? Je suis l'inspecteur de la Croix. Nous avons besoin de votre aide pour un décès qui s'est produit dans le wagon. » Le médecin la regarda avec attention, évaluant rapidement la situation. « Naturellement. Laissez-moi prendre ma trousse. » Ils retournèrent tous les trois vers la cabine 15. Le docteur Morrison examina le corps avec le professionnalisme d'un homme habitué aux urgences. Il vérifia le pouls, souleva les paupières, palpa discrètement le cou et les poignets. Décédé depuis environ 1 heure, peut-être 2. Pas de signe extérieur de violence. Il faudrait une autopsie pour déterminer la cause exacte. Mais il s'interrompit et se pencha vers le face du mort, humant délicatement. Il y a une odeur très faible, presque imperceptible. Cela pourrait être du poison, suggéra Margot. Possiblement. Certains alcaloïdes ont des effets rapides et laissent peu de traces, mais je ne peux pas être catégorique sans analyse. L'inspecteur hocha la tête. Pouvez-vous estimer l'heure du décès plus précisément ? Entre 2 et 3 heures du matin, je dirais. La température corporelle et la rigidité naissante semblent l'indiquer. Margot remercia le médecin et lui demanda de garder cette information confidentielle pour le moment. Elle examina une nouvelle fois la cabine, cette fois avec plus d'attention. Sur la table de nuit, une carafe d'eau à moitié vide, un verre avec quelques gouttes au fond, des lunettes de lecture, un livre en russe. Dans la petite armoire, les vêtements étaient rangés avec soin. Costume de qualité, chemise immaculée, chaussures cirées. Rien ne semblait manquer, contrairement à l'impression de fouille qu'elle avait eue en entrant. Elle ouvrit délicatement le livre posé sur la table de nuit. Crime et châtiment, de Dostoïevski, dans sa langue originale. Un marque-page en argent marquait une page vers le milieu. Elle remarqua des annotations dans les marges, en cyrillique. Victor Petrovski était manifestement un homme cultivé. Sur le petit bureau, des documents d'affaires en plusieurs langues, un passeport diplomatique russe et, curieusement, un billet de train pour le retour, daté de 3 jours plus tard. L'homme prévoyait donc de faire un aller-retour rapide. Le contrôleur Beaumont attendait dans le couloir, visiblement nerveux. « Madame l'inspecteur, que dois-je dire aux passagers qui pourraient se lever tôt ?»« Rien pour le moment. Nous allons les interroger un par un. Commençons par les cabines voisines. Qui occupe la 16 ? Monsieur Antonio Silva, un homme d'affaires portugais. Il voyage avec beaucoup de bagages. Réveillons-le. » La cabine 16 était parfaitement rangée. Monsieur Silva, un homme corpulent d'une 40aine d'années au visage rubicond, émergea de son sommeil avec difficulté. Il parlait un français hésitant, mélangé de quelques mots d'espagnol et d'anglais. « Si, j'ai entendu quelque chose vers, comment dit-on, 3 horas, 3 heures, un bruit dans le couloir, comme quelqu'un qui marche vite. Avez-vous regardé dehors ? » Non, moi, quand je dors bien. Mais mon oreille, elle entend tout. Après le bruit, plus rien. Silencio. Silva ne semblait pas mentir, mais son témoignage restait vague. Margot le remercia et passa à la cabine 14. Madame Elena Vasquez était déjà réveillée, assise sur son lit en chemise de nuit, les cheveux défaits sur les épaules. « J'ai entendu des voix dans le couloir. C'est inhabituel à cette heure. Il s'est passé quelque chose ?» Elena Vasquez était une femme élégante d'environ 35 ans, au regard intelligent et direct. Ses mains fines et soignées indiquaient une personne habituée au travail minutieux. « Vous connaissiez M. Petrovski, le Russe de la cabine 15 ? Nous avons échangé quelques mots au dîner hier soir. Il semblait préoccupé par quelque chose. Il regardait souvent autour de lui, comme s'il craignait quelqu'un. A-t-il mentionné la raison de son voyage ? Il a parlé d'affaires importantes à Istanbul.
Quelque chose concernant des œuvres d'art, je crois. Il savait que j'étais antiquaire et m'a posé quelques questions sur l'authentification de pièces anciennes. Cette information était intéressante. Margot nota mentalement de creuser cette piste. Elle remercia Madame Vasquez et continua ses interrogatoires. Mademoiselle Sophie Laurent, dans la cabine 11, était une jeune femme blonde d'une vingtaine d'années qui travaillait comme traductrice pour une organisation internationale. Elle semblait nerveuse, mais ce pouvait être dû à la situation inhabituelle. « J'ai eu du mal à dormir cette nuit. Le train me semble plus bruyant que d'habitude. Vers 3 heures, j'ai entendu une porte claquer doucement, puis des pas dans le couloir. J'ai cru que c'était le contrôleur qui faisait sa ronde. » « Avez-vous regardé par la fenêtre de votre porte ? » ?»« Non, je n'ai pas osé. Je voyage seul et on ne sait jamais. » Sophie Laurent évitait son regard, ce qui pouvait indiquer soit de la timidité, soit quelque chose à cacher. Margot décida de revenir vers elle plus tard. La cabine 10 était occupée par le professeur Heinrich Müller, un homme maigre d'une 60aine d'années, spécialiste en histoire de l'art à l'université de Munich. Il dormait profondément et mit du temps à émerger. « Herr Professeur, excusez-nous de vous réveiller. Il y a eu un incident dans le train. » Le professeur chaussa ses lunettes et la regarda avec attention. « Un incident ? De quelle nature ? » ?»« Un passager est décédé. Nous menons une enquête préliminaire. Avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel cette nuit ? » ?»« Nein, rien du tout. Je prends des somnifères pour voyager, voyez-vous. Le bruit des trains me tient éveillé, sinon. » Il montra un flacon de médicaments sur sa table de nuit. « Mais attendez, vous dites qu'un passager est mort ? De quoi ? » ?»« Nous l'ignorons encore. Connaissiez-vous M. Victor Petrovski ?» Le professeur sembla réfléchir. « Le nom me dit quelque chose. Petrovski. Oui, il était au dîner hier soir, n'est-ce pas ? Un homme distingué qui parlait de son travail dans l'import-export d'œuvres d'art. Vous avez discuté avec lui ? Brièvement, il m'a posé quelques questions sur l'authentification de pièces byzantines, un domaine que je connais bien. Il semblait très intéressé par les techniques modernes de datation. Margot continua ses interrogatoires avec les autres passagers. Monsieur Charles Dubois, comptable parisien en voyage d'affaires, n'avait rien entendu. Madame Irène Petroff, une dame âgée, qui voyageait avec son petit chien, avait été réveillée par des gémissements de l'animal vers 3 heures, mais avait pensé que c'était dû au mouvement du train. Plus intriguant, monsieur Jean-Luc Moreau, représentant en bijoux, affirmait avoir vu quelqu'un sortir de la cabine 15 vers 3h30. Une silhouette féminine, je crois. Elle se dirigeait vers l'arrière du train, mais il faisait sombre, je ne peux pas être plus précis. Le jour se levait doucement à l'horizon, tenant le paysage alsacien de rose et d'or. Le train traversait maintenant des collines couvertes de vignobles endormis, et Strasbourg n'était plus qu'à 1 heure. Margot avait interrogé tous les passagers du wagon et commençait à voir se dessiner les contours d'une affaire complexe. Elle retourna dans la cabine du défunt pour un examen plus approfondi. Cette fois, elle remarqua un détail qui lui avait échappé, une petite tache sur l'oreiller, à peine visible. En se penchant, elle sentit une odeur très faible, douceâtre et écœurante. Le docteur Morrison avait peut-être raison concernant le poison. Sur le bureau, elle examina plus attentivement les documents. Des contrats d'achat d'œuvres d'art, des certificats d'authenticité, des correspondances avec des musées et des collectionneurs privés. Victor Petrovski était manifestement un marchand d'art prospère, spécialisé dans les pièces byzantines et russes anciennes. Une lettre en anglais datée de la veille attira son attention. Elle mentionnait un objet de grande valeur devant être livré discrètement à Istanbul. La signature était illisible, mais l'entête indiquait une galerie londonienne prestigieuse. Dans une pochette intérieure de la valise, elle découvrit un petit carnet de notes, rédigé en cyrillique. Ne lisant pas le russe, elle ne put en comprendre le contenu, mais les pages étaient remplies d'annotations soigneuses et de croquis d'objets qui ressemblaient à des icônes ou des bijoux anciens. Le contrôleur Beaumont réapparut, plus nerveux que jamais. « Madame l'inspecteur, le chef de train souhaite vous rencontrer. Il faut qu'il soit informé avant notre arrivée à Strasbourg. »
Margot acquiesça. Il était temps d'impliquer la hiérarchie. Ils se dirigèrent vers le wagon de tête où se trouvait le bureau du chef de train. Monsieur Laurent Rousseau était un homme de 50 ans, aux manières précises et au regard vif. Il écouta le rapport de Margot avec attention. Une mort suspecte dans l'Orient Express. C'est exactement le genre de publicité dont nous n'avons pas besoin. Êtes-vous certaine qu'il ne s'agit pas d'un décès naturel? Rien n'est certain pour le moment, mais les indices penchent vers autre chose. J'aimerais que le train soit fouillé avant l'arrivée en gare. C'est délicat. Nous avons 80 passagers à bord et beaucoup sont des personnalités importantes qui n'apprécieraient pas d'être dérangées. Il s'agit peut-être d'un meurtre, monsieur Rousseau. La discrétion est importante, mais la justice l'est plus encore. Le chef de train soupira et consulta sa montre. Très bien. Nous avons encore 40 minutes avant Strasbourg. Que proposez-vous? Je souhaite interroger les passagers des autres wagons qui auraient pu avoir des contacts avec la victime. Et j'aimerais examiner le wagon-restaurant où M. Petrovski a pris son dernier repas. Ils se dirigèrent vers le wagon-restaurant, accompagnés du chef-serveur, M. André Fontaine. L'homme était petit et nerveux, avec des moustaches fines et des manières obséquieuses. Il se souvenait parfaitement de M. Petrovski. Monsieur le Russe, oui, bien sûr. Il a dîné seul à la table 12, près de la fenêtre. Il a pris le menu complet. Terrine de foie gras, sole meunière, fromage et une tarte au tatin, avec une bouteille de Chablis millésime. À quelle heure a-t-il terminé son repas? Vers 23h30. Il est resté encore un moment à boire un cognac en lisant un livre. Il semblait attendre quelqu'un. Quelqu'un est venu le voir? Oui, vers minuit moins la quart. Une dame élégante, brune, très chic. Ils ont parlé à voix basse pendant un quart d'heure environ. Puis elle est partie, et lui aussi peu après. Margot pensa immédiatement à Madame Vasquez, qui correspondait à cette description. Mais l'antiquaire avait omis de mentionner cette rencontre tardive lors de son interrogatoire. « Cette dame, l'aviez-vous déjà vue ?»« Non, madame. Mais elle ne ressemblait pas aux passagers habituels de première classe. Quelque chose dans son attitude, comme si elle était habituée à donner des ordres. » Le serveur leur montra la table où avait dîné Petrovski. Elle était impeccablement dressée pour le petit déjeuner, mais Margot examina attentivement les alentours. Sur le sol, près de la banquette, elle aperçut un petit objet brillant, à demi dissimulé sous la table. C'était un bouton de manchette en or, orné d'un monogramme complexe. EV entrelacé dans un style art déco. Elena Vasquez, pensa-t-elle immédiatement. Mais pourquoi l'antiquaire avait-elle menti sur sa rencontre avec la victime? Le train commençait à ralentir en approchant de Strasbourg. Par les fenêtres, on apercevait déjà les premières maisons de banlieue, puis les entrepôts et les voies de triage. L'enquête devait s'accélérer. Margot retourna vers la cabine 14 et frappa à la porte. Madame Vasquez était habillée et coiffée, prête pour l'arrivée. Quand elle vit le bouton de manchette, son visage se figea imperceptiblement. « Vous avez oublié de me parler de votre rendez-vous avec M. Petrovski hier soir au wagon-restaurant. » Elena Vasquez soupira et s'assit sur son lit. « Je savais que quelqu'un nous aurait vus. Victor m'avait contacté il y a une semaine pour me proposer une affaire. » « Quel genre d'affaire ?» Il prétendait avoir en sa possession une icône du XIIIe siècle, provenant d'un monastère russe. Il voulait que je l'authentifie et que je trouve un acheteur discret en Europe occidentale. « Et vous avez accepté ?» J'ai accepté de l'examiner. Mais hier soir, quand il m'a montré les photos de l'objet, j'ai eu des doutes. L'icône ressemblait étrangement à celle qui avait été volée au musée de l'Ermitage il y a 2 ans. L'affaire se compliquait. Margot demanda à voir ces photos, mais Elena affirma que Petrovski les avait reprises après leur conversation. Il est devenu très nerveux quand j'ai exprimé mes soupçons. Il a dit que j'étais paranoïaque, mais je voyais bien qu'il était inquiet. Il a payé sa consommation précipitamment et est parti. À quelle heure exactement? Vers minuit et quart. Moi, je suis resté encore un peu, puis je suis retourné dans ma gamine. Je n'ai pas vu Victor vivant. Pourtant, quelqu'un l'a vu cette nuit, et quelqu'un lui a très probablement administré un poison. Elena Vasquez pâlit. Vous pensez qu'il a été assassiné? Mais pourquoi? C'est ce que je compte découvrir. Cette icône dont vous parlez, où devait-elle être livrée?
Il n'a pas voulu me le dire, seulement que c'était pour un collectionneur privé très discret, quelqu'un de très influent. Le train entrait maintenant en gare de Strasbourg. Par les fenêtres, on apercevait déjà le quai où attendaient déjà les forces de l'ordre. Margot avait contacté par radio ses collègues strasbourgeois pour qu'ils sécurisent la scène. Mais avant l'arrivée des renforts, elle voulait éclaircir un dernier point. Elle retourna vers la cabine de mademoiselle Laurent, la jeune traductrice qui avait semblé si nerveuse. Sophie Laurent faisait ses bagages, mais ses gestes étaient fébriles et maladroits. Quand elle vit Margot, elle laissa tomber une trousse de toilette et plusieurs flacons se répandirent sur le sol. En l'aidant à ramasser, Margot remarqua un petit flacon sans étiquette, à moitié vide, qui contenait un liquide incolore. « Qu'est-ce que c'est ?»« Oh, c'est un médicament pour le mal des transports. Je voyage très mal. » Mais l'odeur qui s'échappait du flacon ne correspondait pas à un médicament habituel. C'était une odeur âcre et chimique qui rappelait celle qu'avait remarquée le docteur Morrison. « Mademoiselle Laurent, je crois qu'il faut que nous ayons une conversation plus approfondie. » La jeune femme s'effondra littéralement sur son lit, le visage dans les mains. « Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais seulement qu'il s'endorme profondément pour pouvoir récupérer les documents. » « Quels documents ? Les preuves que l'icône était volée. Mon employeur m'avait chargé de les récupérer discrètement. Monsieur Petrovski était devenu un problème pour beaucoup de monde. »« Votre employeur ?» Sophie Laurent me va vers elle des yeux remplis de larmes. « Je travaille pour une organisation qui récupère les œuvres d'art volées. Pas toujours par des moyens officiels, mais pour la bonne cause. Victor Petrovski était un receleur notoire, même s'il se faisait passer pour un marchand légitime. Et vous avez décidé de le tuer ? Non ! Je vous jure que non ! Je voulais seulement lui donner un somnifère puissant pour pouvoir fouiller sa cabine. Mais j'ai dû me tromper dans le dosage, ou alors il avait un problème cardiaque que je ne connaissais pas. » Le train s'immobilisait doucement le long du quai. Margot entendait déjà les voix des policiers qui montaient à bord. Mais quelque chose ne collait pas dans la confession de Sophie Laurent. Si elle avait simplement voulu endormir Petrovski, comment avait-elle réussi à lui faire absorber le produit ? Comment avez-vous procédé exactement ? J'ai versé le produit dans sa carafe d'eau pendant qu'il était au wagon-restaurant. C'était un somnifère très puissant, incolore et inodore. Mon employeur me l'avait fourni pour ce genre de situation. Mais M. Petrovski était méfiant. Il n'aurait pas bu de l'eau empoisonnée sans s'en apercevoir. Sophie Laurent hésita, ce qui confirma les doutes de Margot. J'ai peut-être mis trop de produits, j'étais nerveuse. C'était ma première mission de ce type. Les pas des policiers résonnaient maintenant dans le couloir. Margot devait agir vite. « Mademoiselle Laurent, où sont les documents que vous cherchiez ?»« Je ne les ai pas trouvés. Quand je suis retourné dans sa cabine vers 3 heures, il était déjà mort. J'ai fouillé rapidement, mais je n'ai rien trouvé d'important. Peut-être qu'il ne les avait pas sur lui finalement. » Un détail troublait encore Margot. « Si vous êtes entré dans sa cabine vers 3 heures, qu'avez-vous fait entre minuit et quart et ce moment-là ?»« J'ai attendu dans ma cabine que le produit fasse effet. Je pensais qu'il s'endormirait vers 2 heures, alors j'ai attendu 1 heure de plus pour sécurité. » « Quelqu'un vous a vu sortir de la cabine 15 ? » ?»« Peut-être. Un autre passager était dans le couloir quand je suis ressorti, mais il faisait sombre. J'espère qu'il ne m'a pas reconnu. » Il s'agissait sans doute de M. Moreau, le représentant en bijoux, qui avait mentionné une silhouette féminine. L'histoire de Sophie Laurent se tenait, mais Margot sentait qu'elle ne disait pas toute la vérité. L'inspecteur Marchetti de la police de Strasbourg apparut dans le couloir, accompagné de 2 collègues. C'était un homme solide, d'une 40aine d'années, avec qui Margot avait déjà travaillé sur plusieurs affaires. « Margot, encore une affaire mystérieuse pour toi. Qu'est-ce qu'on a ?» Elle lui fit rapidement le topo de la situation. Mort suspecte, empoisonnement probable, confession partielle d'une suspecte, enjeu autour d'œuvres d'art volées. Marchetti prit des notes en hochant la tête. « On va embarquer la petite et faire analyser son flacon. Et les autres passagers ? Il faut interroger plus en détail Madame Vasquez, l'antiquaire. Elle en sait plus qu'elle ne veut l'admettre. Et je voudrais aussi parler au professeur Muller. 2 spécialistes d'art dans le même train que la victime. Ce n'est peut-être pas un hasard. » Les passagers furent invités à descendre pour un contrôle d'identité et des interrogatoires complémentaires. La gare de Strasbourg avait mis à disposition plusieurs salles pour permettre aux enquêteurs de travailler dans de bonnes conditions.
Sophie Laurent fut emmenée au commissariat pour un interrogatoire approfondi. Mais avant qu'elle ne parte, Margot lui posa une dernière question. « Cette organisation pour laquelle vous travaillez, elle a un nom ? Patrimoine international. C'était une façade. En réalité, je crois qu'il s'agissait plutôt d'une organisation criminelle qui récupérait des œuvres d'art pour les revendre. » Cette révélation changeait la donne. Sophie Laurent n'était peut-être pas seulement une idéaliste manipulée, mais une complice consciente d'un trafic d'art international. Dans la salle d'interrogatoire, Margot retrouva Elena Vasquez en compagnie de l'inspecteur Marchetti. L'antiquaire avait réclamé la présence de son avocat, ce qui était son droit, mais révélait une certaine expérience des procédures judiciaires. « Madame Vasquez, nous avons retrouvé votre bouton de manchette sous la table du wagon-restaurant. Et nous savons maintenant que M. Petrovski était impliqué dans un trafic d'œuvres d'art volées. Que pouvez-vous nous dire de plus ?» Elena Vasquez lança un regard à son avocat, qui hocha imperceptiblement la tête. « Je vais être franche avec vous. Victor Petrovski m'avait contacté il y a plusieurs mois pour authentifier diverses pièces. Au début, tout semblait normal. Mais j'ai rapidement compris que certaines œuvres avaient une provenance douteuse. Pourquoi avoir continué à travailler avec lui ? Parce que j'enquêtais de mon côté. Victor faisait partie d'un réseau international de trafiquants très sophistiqué. J'essayais de remonter la filière pour identifier les autres membres. Vous travaillez pour la police ? Pas officiellement, mais j'ai des contacts à Interpol qui s'intéressent à ce type d'affaires. Victor transportait des documents compromettants dans ce train. Il allait les remettre à quelqu'un à Istanbul. Savez-vous qui ? Un collectionneur russe très influent installé en Turquie. Un certain Dimitri Volkov, ancien oligarque russe qui a fui la Russie il y a quelques années. Margot connaissait ce nom. Volkov était recherché par plusieurs polices européennes pour diverses affaires financières, mais il bénéficiait d'une protection diplomatique en Turquie qui le rendait inatteignable. Ces documents, où sont-ils maintenant ? Je l'ignore. Quand j'ai fouillé discrètement sa cabine après notre conversation, il n'y était plus. Vous avez fouillé sa cabine ? Quand ? Elena Vasquez hésita. Vers 1h du matin, Victor dormait profondément, j'ai pensé que c'était l'occasion. Mais quelqu'un d'autre était déjà passé avant moi. Comment le savez-vous ? Les documents étaient dans une mallette fermée à code. Quand je l'ai trouvée, elle était ouverte et vide. Quelqu'un connaissait le code. L'affaire se compliquait encore. 3 personnes au moins avaient pénétré dans la cabine de Petrovski. Sophie Laurent, qui prétendait avoir empoisonné par accident, Elena Vasquez, qui cherchait des preuves, et une 3e personne inconnue qui avait récupéré les documents compromettants. Margot décida d'interroger le professeur Müller. L'universitaire allemand attendait calmement dans une autre salle, feuilletant un livre d'art byzantin qu'il avait apporté dans ses bagages. « Professeur, vous nous avez dit hier que vous preniez des somnifères pour dormir. Pourtant, vous semblez connaître parfaitement l'affaire des œuvres volées de l'Ermitage. » Heinrich Müller leva vers elle des yeux fatigués mais perçants. « Inspecteur Delacroix, je pense qu'il est temps que je vous dise la vérité. Je ne suis pas seulement professeur d'histoire de l'art. Que voulez-vous dire ? Je travaille également comme consultant pour plusieurs organisations internationales qui luttent contre le trafic d'œuvres d'art. Victor Petrovski était dans mon collimateur depuis longtemps. Vous le connaissiez donc ? Personnellement, non, mais je suivais ses activités. Cette icône de l'Ermitage, c'est moi qui ai identifié sa disparition et qui ai alerté les autorités compétentes. Vous êtes monté dans ce train pour le surveiller ? Le professeur acquiesça. Victor devait remettre des documents importants à Istanbul. Mon rôle était de l'empêcher, ou à défaut, de récupérer ces documents. Les avez-vous récupérés ? Malheureusement non. Quelqu'un d'autre a été plus rapide que moi. Margot commençait à voir se dessiner une image complexe. Plusieurs personnes dans ce train avaient des intérêts contradictoires concernant Victor Petrovski et ses documents. Sophie Laurent pour son mystérieux employeur, Elena Vasquez pour Interpol, le professeur Müller pour des organismes antitrophiques. « Professeur, ces somnifères que vous prenez, de quel type sont-ils ? » Des benzodiazépines classiques. Pourquoi ? Auriez-vous l'aimabilité de me montrer le flacon ? Müller fouilla dans sa poche et en sortit une boîte pharmaceutique allemande. Margot l'examina. C'était effectivement un somnifère banal, prescrit par un médecin de Munich. Rien à voir avec le produit mystérieux de Sophie Laurent. « Professeur, à quelle heure exactement avez-vous pris votre médicament hier soir ? » Vers 11h, juste après être retourné dans ma cabine. Et vous n'avez rien entendu de la nuit ? Absolument rien. Ces médicaments me font dormir très profondément.
C'est d'ailleurs regrettable car j'aurais peut-être pu empêcher ce qui s'est passé. L'interrogatoire du professeur ne révéla rien de plus. Soit il disait la vérité et avait dormi profondément, soit il était très fort pour mentir. Margot penchait pour la première hypothèse. L'après-midi était déjà bien avancé quand elle fit le point avec Marchetti. L'analyse préliminaire du flacon de Sophie Laurent avait révélé la présence d'un barbiturique puissant, effectivement capable de tuer à de fortes doses. Mais il y a un problème, Margot. L'autopsie préliminaire ne montre pas de traces de barbiturique dans le sang de Petrovski, ce qui signifie soit que ce n'est pas ce produit qui l'a tué, soit que Sophie Laurent ment sur la façon dont elle l'a administré. Ou alors, elle ment complètement et quelqu'un d'autre l'a tué avec un autre produit. Exactement. Le légiste pense plutôt à un alcaloïde végétal, quelque chose comme la digitaline ou la conitine, plus difficile à détecter et plus rapide dans ses effets. Margot réfléchissait. Sophie Laurent pouvait avoir vraiment versé son barbiturique dans la carafe, mais quelqu'un d'autre avait empoisonné Petrovski avec un autre produit avant qu'il ne boive l'eau. Il faut qu'on reprenne tous les témoignages concernant les allées et venues dans le couloir, et surtout, il faut retrouver ces fameux documents. À propos des documents, on a une piste. Les collègues d'Istanbul nous ont signalé qu'un homme correspondant au signalement de Dimitri Volkov a été vu à l'aéroport ce matin embarquant pour une destination inconnue. Il a fui? On dirait bien, ce qui signifie soit qu'il a déjà récupéré ce qu'il cherchait, soit qu'il sait que l'affaire va mal tourner pour lui. Margot demanda à revoir la liste des passagers de l'ensemble du train. 80 noms, de toutes nationalités, avec des professions diverses. Parmi eux, plusieurs autres marchands d'art, un diplomate russe, un collectionneur italien et, curieusement, 2 autres traducteurs. Marchetti, est-ce qu'on a vérifié les identités de tous ces gens? En cours. Mais déjà, on a une anomalie. Ce diplomate russe, Andrei Volkov, il s'avère que c'est le neveu de Dimitri Volkov. Il est encore dans le train? Non, il est descendu à Strasbourg et a pris un avion pour Moscou 1 heure plus tard. Timing parfait pour récupérer des documents et disparaître. L'enquête prenait une dimension internationale. Margot contacta Interpol pour signaler la fuite d'Andrei Volkov et demander un mandat d'arrêt international. Mais elle savait que les chances de le retrouver étaient minces. Le soir tombait sur Strasbourg quand elle décida de retourner examiner une dernière fois le train. Quelque chose lui échappait encore, un détail qui pourrait éclairer toute l'affaire. Dans la cabine 15, maintenant scellée, elle repassa mentalement le fil des événements. Victor Petrovski, Dino Wagon-Restaurant, rencontre Elena Vasquez vers minuit, retourne dans sa cabine. Vers 1 heure, Elena vient fouiller. Vers 3 heures, Sophie Laurent arrive et trouve le corps. Mais entre 1 heure et 3 heures, quelqu'un d'autre était venu. Quelqu'un qui avait tué Petrovski et récupéré les documents. Quelqu'un qui connaissait le code de la mallette. Elle examina une nouvelle fois la cabine. Sur le lavabo, elle remarqua un détail qui lui avait échappé. Un verre à dents encore humide. Petrovski s'était donc brossé les dents avant de mourir, ce qui situerait le décès après 2 heures du matin au minimum. Sur le petit bureau, parmi les documents d'affaires, elle trouva un carnet de rendez-vous en cuir rouge. Les pages étaient en russe, mais elle reconnut quelques noms écrits en caractères latins. Volkov, Vasquez, Istanbul. À la date du 15 novembre, jour du départ du train, une annotation particulière attira son attention. B-2h30-document. B comme Beaumont, le contrôleur qu'elle avait trouvé si serviable et si empressé de l'aider. Margot se dirigea rapidement vers le poste de contrôle. Beaumont était en train de ranger ses affaires, préparant la fin de son service. Quand elle la vit arriver, son visage se crispa imperceptiblement. « Monsieur Beaumont, j'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires. » « Bien sûr, madame l'inspecteur, mais je termine mon service et... Cela ne prendra qu'un instant. Vous connaissiez personnellement Victor Petrovski ? » « Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'était la première fois qu'il prenait ce train. Pourtant, son carnet de rendez-vous mentionne un certain B, à 2h30 cette nuit. » Le contrôleur blêmit. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Monsieur Beaumont, nous avons retrouvé les empreintes de 3 personnes différentes dans la cabine de monsieur Petrovski. 2 ont été identifiées, mademoiselle Laurent et madame Vasquez. La 3e, nous allons bientôt savoir qui c'est. » C'était un bluff, mais il porta. Beaumont s'effondra dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. « Je ne voulais pas le tuer. Victor était un vieil ami. Nous nous connaissions depuis des années. Il me payait pour fermer les yeux sur certains de ses transports discrets. Que s'est-il passé cette nuit ?
Il m'avait donné rendez-vous pour me remettre une enveloppe à poster à Istanbul, mais quand je suis arrivé dans sa cabine vers 2h30, il était déjà mort. Déjà mort? Oui, j'ai cru à une crise cardiaque, mais la mallette était ouverte et vide. J'ai compris que quelqu'un d'autre était passé avant moi. Et vous n'avez rien dit? J'ai eu peur. Si on découvrait ma complicité avec Victor, ma carrière était finie. J'ai remis un peu d'ordre dans la cabine et je suis reparti. Vous n'avez pas pris les documents? Quels documents? Il n'y avait plus rien à prendre. Margot étudiait le visage du contrôleur. Il semblait sincère, mais quelque chose ne collait pas. Si Petrovski était déjà mort à 2h30, et si Sophie Laurent l'avait trollé mort vers 3h, qui l'avait tué? Monsieur Beaumont, décrivez-moi exactement l'état de la cabine quand vous y êtes entré. Victor était allongé sur le lit, les yeux fermés. Il avait l'air paisible. La mallette était sur le bureau, ouverte et vide. Quelques papiers étaient éparpillés, comme si quelqu'un avait fouillé rapidement. Vous avez touché quelque chose? J'ai vérifié son pouls, puis j'ai rangé un peu les papiers. Je ne voulais pas que ça ressemble à un cambriolage. Vous avez déplacé le corps? Non. Il était déjà dans la position que vous l'avez trouvé. Un nouveau détail troublant. Si le contrôleur disait la vérité, cela signifiait que le véritable meurtrier était très organisé et n'avait pas laissé de traces de son passage. Margot retourna vers la salle d'interrogatoire où attendaient les autres suspects. Il fallait qu'elle reprenne tout depuis le début, en tenant compte de ce nouveau témoignage. Elena Vasquez fut rappelée pour un complément d'interrogatoire. Cette fois, l'antiquaire semblait plus coopérative, peut-être lassée de mentir. Madame Vasquez, nous savons maintenant que 3 personnes au moins ont pénétré dans la cabine de Petrovski cette nuit. Vous, vers 1h, le contrôleur vers 2h30, mademoiselle Laurent vers 3h. À votre avis, qui l'a tué? Si c'est vraiment l'ordre chronologique, alors Victor était encore vivant quand je l'ai vu. Il dormait profondément, mais il respirait normalement. Vous en êtes certaine? Absolument. J'ai même vérifié parce qu'il dormait si profondément que j'ai cru un instant qu'il était... Enfin, vous voyez. Donc le meurtre a eu lieu entre 1h et 2h30. C'est logique, mais qui a pu entrer dans sa cabine pendant ce laps de temps? C'était la question à 1 million d'euros. Margot repassa mentalement en revue tous les témoignages. Personne n'avait mentionné d'activité suspecte dans cette période. Madame Vasquez, quand vous avez quitté la cabine vers 1h30, vous n'avez vu personne dans le couloir? Non, personne. Le train était silencieux. Et la mallette, elle était déjà ouverte? Non, justement, c'est moi qui l'ai ouverte. Victor m'avait donné le code quelques semaines plus tôt quand nous travaillions ensemble. Je pensais y trouver les documents sur l'icône. Ils y étaient tous. Des certificats d'authenticité falsifiés, des factures de vente, des correspondances avec des acheteurs. J'ai tout photographié avec mon téléphone, avant de remettre tout en place. Vous avez des photos des documents? Oui, elles sont dans mon téléphone. Elena Vasquez montra son smartphone à Margot. Les photos étaient nettes et montraient effectivement un ensemble de documents compromettants. Parmi eux, plusieurs lettres signées de noms connus dans le milieu de l'art international. Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt? Je voulais d'abord vérifier certaines informations. Ces documents impliquent des personnalités importantes. Je ne pouvais pas les accuser à la légère. Margot étudia attentivement les photos. Parmi les correspondances, une lettre attira son attention. Elle était signée H. Müller et datée de 2 semaines plus tôt. Le professeur allemand proposait ses services pour authentifier une collection byzantine. Professeur Müller, il nous a dit qu'il ne connaissait pas personnellement Petrovski. Apparemment, il mentait. Margot fit rappeler le professeur. Cette fois, Heinrich Müller semblait moins détendu. Quand elle lui montra la photo de la lettre, il soupira profondément. « Je vois que mes mensonges sont découverts. Très bien, je vais tout vous dire. Nous vous écoutons. Victor et moi, nous nous connaissions depuis des années. Au début, nos relations étaient purement professionnelles. Lui me demandait des authentifications, moi je gagnais de l'argent facilement. Mais j'ai découvert progressivement qu'il était impliqué dans des trafics importants. J'ai voulu arrêter notre collaboration, mais Victor m'a fait du chantage. Quel genre de chantage?
Il menaçait de révéler que j'avais authentifié des faux en connaissance de cause. Ma réputation et ma carrière auraient été ruinées. Alors, vous avez continué? Non. J'ai contacté Interpol et j'ai accepté de les aider à le coincer. Mon rôle était de récupérer ces archives pour constituer un dossier solide contre tout le réseau. Et cette nuit, le professeur Muller hésita longuement. Cette nuit, j'ai fait une terrible erreur de jugement. Laquelle? Victor m'avait donné rendez-vous vers 2 heures pour me remettre une dernière série de documents. Mais quand je suis arrivé, il dormait si profondément que je n'ai pas réussi à le réveiller. Alors, j'ai pensé qu'il avait pris trop de somnifères. J'ai voulu l'aider en lui donnant un stimulant cardiaque que j'avais dans ma trousse de premier secours. Margot commençait à comprendre. Vous lui avez fait une injection? Oui, de l'adrénaline, mais au lieu de le réveiller, cela l'a tué. Il a fait un arrêt cardiaque immédiat. Vous l'avez tué en voulant le sauver? Exactement. J'ai réalisé après coup qu'il avait probablement pris autre chose qu'un simple somnifère. Le mélange avec l'adrénaline a été fatal. Et les documents? Je les ai pris, conformément à ma mission pour Interpol. Mais maintenant, Victor est mort par ma faute et je ne sais plus que faire. L'affaire prenait une tournure inattendue. Le professeur Muller, en voulant réveiller Petrovski pour récupérer les documents, l'avait involontairement tué. Mais le marchand d'art était déjà inconscient à cause du barbiturique de Sophie Laurent. Professeur, où sont ces documents maintenant? Dans ma chambre d'hôtel, dans un coffre. Je comptais les remettre à mes contacts d'Interpol demain matin. Margot et Marchetti accompagnèrent le professeur à son hôtel. Les documents étaient effectivement là. Des dizaines de pièces compromettantes qui révélaient l'existence d'un réseau international de trafic d'œuvres d'art impliquant des marchands, des experts, des collectionneurs et même des fonctionnaires de musées. Cette affaire va faire du bruit, commenta Marchetti en feuilletant les dossiers. Oui, et elle va permettre de démanteler un réseau qui opérait depuis des années. Le soir était bien avancé quand Margot put enfin reconstituer le fil complet des événements. Victor Petrovski, marchand d'art véreux, transportait des documents compromettants vers Istanbul. Plusieurs personnes dans le train avaient des intérêts contradictoires concernant ces documents. Sophie Laurent, manipulée par une organisation criminelle, avait tenté d'endormir Petrovski avec un barbiturique pour récupérer les documents. Elena Vasquez, travaillant pour Interpol, les avait photographiés vers 1 heure du matin. Le professeur Muller, également agent d'Interpol, avait involontairement tué Petrovski en tentant de le ranimer vers 2 heures. Le contrôleur Beaumont, complice de longue date, avait trouvé le corps vers 2h30. Au final, c'est un concours de circonstances tragiques, résuma Marchetti. Plusieurs enquêtes parallèles sur le même homme et un malentendu fatal. Oui, mais justice sera rendue. Le réseau est démantelé, les œuvres volées vont pouvoir être restituées et les coupables vont être jugés. Sophie Laurent fut inculpée de tentative d'empoisonnement et de complicité de recel. Le professeur Muller pour homicide involontaire, mais bénéficierait probablement de circonstances atténuantes compte tenu de sa coopération avec la justice. Le contrôleur Beaumont pour complicité et non-assistance à personne en danger. Elena Vasquez fut relaxée, ses actions ayant été menées dans le cadre d'une enquête officielle. 3 jours plus tard, Margot prenait le train de retour vers Paris. Cette fois, elle voyageait dans un TGV ordinaire, sans le luxe de l'Orient Express, mais aussi sans cadavre dans les cabines voisines. Par la fenêtre, elle regardait défiler le paysage français sous un soleil d'automne. L'affaire du train de minuit était close, mais elle savait que d'autres mystères l'attendaient. C'était le lot du métier d'inspecteur. Résoudre des énigmes, démêler les mensonges, rendre justice. Dans son carnet, elle avait noté une réflexion que lui avait inspiré cette enquête. La vérité est souvent plus complexe qu'elle n'en a l'air. Derrière chaque mensonge se cache une peur,
Derrière chaque crime, une histoire humaine. Le train filait vers Paris, emportant avec lui les secrets élucidés de cette nuit particulière. Dans quelques heures, Margot retrouverait son bureau, ses collègues, ses autres affaires en cours. Mais elle garderait longtemps le souvenir de cette enquête nocturne dans les couloirs feutrés d'un train de légende. L'Orient Express continuait sa route vers Istanbul, avec de nouveaux passagers et de nouveaux secrets. Car les trains sont comme la vie, ils transportent des histoires, des rêves, et parfois des mystères qui ne demandent qu'à être résolus par ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Et voilà comment se termina l'affaire du train de minuit. Une histoire de cupidité et de malentendu, de justice et de rédemption, qui prouve que la vérité finit toujours par triompher, même dans l'obscurité d'un wagon de nuit. Maintenant, cher auditeur, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a accompagné agréablement vers le sommeil et que vos rêves seront peuplés de trains mystérieux et d'énigmes résolues. Le monde des investigations nocturnes est vaste et plein de surprises. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir d'autres. D'ici là, dormez paisiblement, en sachant que même dans les affaires les plus complexes, la justice finit toujours par éclairer la vérité. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures au cœur des mystères de la nuit.